Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Tout a commencé dans le salon. Lignes épurées, parquet en bois chaleureux, l'odeur du café frais qui flottait encore dans l'air. Sophie se tenait près de la bibliothèque, les bras croisés, pendant que j'étais assis sur le canapé, lassant mes chaussures de course comme si c'était un samedi matin comme les autres. Sauf que ce n'en était pas un. « Je veux divorcer », dit-elle, d'une voix claire et nette. Sans préambule, sans excuse, sans explication. Je me suis figé au milieu de mon nœud, mes doigts s'immobilisant. « Tu veux bien répéter ça ?» ai-je demandé, non pas que je ne l'ai pas entendu. Je l'avais entendu, mais j'avais besoin de gagner une seconde pour respirer. Elle a levé les yeux au ciel et a ricané. « Allez, Daniel. Tu devais bien t'y attendre. Ça fait des années que c'est mort entre nous. » Je me suis levé lentement. On a eu des disputes. Ce n'est pas la même chose que d'être mort. Tu es prévisible, lança-t-elle. Je connais chaque mot que tu vas dire avant même que tu ne le dises. Chacun de tes pas est ennuyeux. Une routine sans risque. J'ai penché la tête. Et c'est pour ça que tu t'en vas. Elle a eu un sourire narquois. C'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir hâte de rentrer à la maison. La voilà. Cette lame, subtile mais profonde. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai croisé son regard et j'ai dit calmement, « Alors tu vas enfin voir à quel point ce qui est ennuyeux peut être fort. » Son expression a changé. Juste un éclair. Mais je l'ai vu. L'embarras. La honte. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» dit-elle, en croisant les bras plus fermement. « Ça veut dire que je ne serai pas ton tremplin, Sophie. Si tu as fini, alors finis-en. Mais ne prétends pas que tu me rends service. » Elle a ri amèrement. « Oh, maintenant tu vas jouer la victime. »« Non, » ai-je répondu en m'approchant d'elle. « Je ne suis pas la victime. Je suis le type qui a payé l'hypothèque, qui a cuisiné les dimanches, qui est resté quand les choses sont devenues difficiles pendant que toi, tu avais déjà décroché. »« Tu penses que j'ai décroché ?» a-t-elle crié, le rouge lui montant aux joues. « Je pense que tu as arrêté d'essayer, » ai-je dit. Tu t'es ennuyé et tu as décidé que c'était une raison suffisante pour commencer à planifier ta sortie sans même m'en parler. Je ne t'ai pas trompé, lança-t-elle. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait. Mais planifier ta fuite comme si c'était des vacances, c'est une forme de trahison en soi. Elle s'est détournée. Faisant les 100 pas. Tu déformes toujours tout. J'ai besoin de quelque chose de vrai. D'excitation. De passion. Je me sens invisible ici. Tu as choisi l'invisibilité, ai-je dit, la voix toujours calme. Je n'ai jamais cessé de te voir. C'est toi qui as cessé d'être présente. Pendant un instant, elle n'a rien dit. Elle a juste regardé par la fenêtre, la mâchoire serrée. J'ai déjà parlé à un avocat. La voilà. Ce n'était pas un avertissement. C'était une déclaration de victoire. Je m'en doutais, ai-je dit. Ça fait des mois que tu me traites comme un étranger. Je pensais que tu te battrais peut-être pour nous, murmura-t-elle. Je ne vais pas me battre pour quelqu'un qui a déjà préparé son parachute. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Puis je suis passé devant elle, j'ai attrapé mes clés sur la table. Tu es libre, Sophie, ai-je dit sans me retourner. On verra à quel point ce sera excitant quand la poussière sera retombée. Je suis sorti de la maison que nous avions construite ensemble. Une maison remplie de souvenirs et maintenant hantée par des échos. Au moment où j'ai fermé la porte derrière moi, l'air semblait différent, plus léger. Mais au fond de moi, je savais déjà que ce n'était que le début du vrai combat. La route était presque déserte. Juste moi. Mes mains agrippées au volant et une longue route à deux voies qui fendait la banlieue comme une cicatrice. La radio était éteinte. Je ne me suis même pas rendu compte que je conduisais jusqu'à ce que je passe devant le dîner sur Jefferson que Sophie et moi fréquentions les dimanches matins tranquilles. J'aurais dû être en colère, furieux, mais tout ce que je ressentais était une douleur sourde et lancinante dans ma poitrine, comme si quelque chose avait été arraché en silence, et mon corps essayait encore d'enregistrer les dégâts. Ces mots résonnaient comme s'ils avaient été gravés sur le pare-brise. Tu es prévisible. Je connais chaque mot que tu vas dire avant même que tu ne le dises. C'était la façon dont elle l'avait dit, comme si elle en était fière,
comme si j'étais un vieux livre qu'elle avait déjà lu et rangé sur une étagère. J'ai resserré ma prise sur le volant, les jointures blêmes. La lueur jaune des lampadaires peignait des ombres fugaces sur le tableau de bord. Elles allaient et venaient comme des éclairs de mémoire. Son visage, son ton, ce sourire narquois. Était-il toujours là? Avais-je simplement été trop confiant pour le voir? Un feu rouge m'a arrêté près de la gare. Et pendant un instant, je suis resté là, moteur au ralenti, à regarder quelques adolescents rire en traversant la rue. J'avais l'habitude de rire comme ça avec elle, à l'époque où on s'introduisait avec des bières bon marché dans les ciné-parcs et où on s'embrassait sous les lumières du stade après mes matchs de softball. Je me souvenais de la façon dont elle me regardait, comme si j'étais la terre ferme. Et maintenant, elle faisait croire que je n'étais que routine. Comme si la structure que je lui offrais était devenue la prison dont elle voulait s'échapper. Prévisible, ai-je marmonné à voix haute. Était-ce une si mauvaise chose? Prévisible signifiait stable. Ça voulait dire que j'étais présent. Que je suis resté pendant les licenciements, ces crises de panique, les funérailles de son père. J'étais le type qui s'assurait qu'il y avait toujours de l'essence dans sa voiture et des courses dans le frigo. Mais je suppose que quand on court après des étincelles, on ne remarque pas les mains qui tiennent l'échelle stable sous vos pieds. Le feu est passé au vert. Je n'ai pas bougé. Des voitures ont klaxonné derrière moi et j'ai fait un geste d'excuse, forçant sur l'accélérateur. J'avais juste besoin d'air, d'espace, d'un endroit où m'asseoir et laisser cette douleur se vider sans elle dans la pièce, me fixant comme si elle me regardait me décomposer avec détachement. En me garant sur le parking derrière l'ancien collège, j'ai coupé le moteur et je me suis adossé au siège. Le silence était assourdissant. C'est là que la vraie question m'a frappé. Depuis combien de temps faisait-elle semblant? Combien de dîners étaient de faux sourires? Combien de nuits s'était-elle retirée un peu plus tôt qu'avant? Combien de « je t'aime » avaient été prononcés par habitude? Je me suis frotté les yeux. La lassitude n'était pas seulement physique. C'était ce poids qui pesait sur chaque partie de moi. Comme si j'avais marché en montée pendant des mois, convaincu que nous construisions quelque chose, pour découvrir qu'elle dévalait la pente, 1 centimètre glacial à la fois. Et maintenant, j'étais là, seul, à essayer de comprendre ce qui était réel et ce qui n'était qu'un réconfort bien rodé. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Une notification, pas de Sophie. Elle n'avait pas appelé, pas envoyé de SMS, pas même vérifié si j'étais rentré. Non, c'était juste une alerte météo. Front froid en approche. Trop tard. Il était déjà là. Je regardais le terrain vague derrière l'école, faiblement éclairé par les lampadaires. J'avais l'habitude de croire que l'amour, le vrai, était une chose calme et fiable. Quelque chose pour lequel on se présente, pas quelque chose dont on crie sur les toits. C'est peut-être pour ça qu'elle a cessé de le remarquer. Peut-être que dans son esprit, l'amour avait besoin de drame pour paraître réel. Mais moi, j'aurais choisi la paix plutôt que les feux d'artifice n'importe quel jour. Et si elle ne pouvait pas voir la force là-dedans, alors peut-être qu'elle avait raison de partir. Parce que, ennuyeux ou non, je n'étais pas celui qui faisait semblant. Je ne m'étais jamais imaginé assis au banc de la Défense, portant un costume qui me semblait plus rigide que mes propres nerfs, écoutant des inconnus débattre de la vie que je partageais autrefois avec une femme qui savait tout de moi. La salle d'audience était propre, clinique, mur en bois pâle, néon bourdonnant, le bruit lointain de papier qu'on remue et le murmure étouffé des voix. Mais la tension, on pouvait la couper au couteau. Sophie était déjà assise en face de moi, vêtue tout en blanc, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre effacer les dégâts. Son avocat, un type suffisant nommé Tran, avec les cheveux gominés et une voix qu'il semblait avoir répétée devant un miroir, était en plein monologue. Votre honneur, c'est un cas d'école de négligence émotionnelle. Ma cliente, Sophie Wells, a attendu pendant des années pendant que Monsieur Wells, bien que matériellement constant, se retirait émotionnellement de leur mariage. Elle s'est sentie invisible. Est-ce si mal qu'elle cherche à se libérer d'une telle dynamique? J'ai croisé le regard de Sophie pendant une demi-seconde. Elle a eu un sourire narquois, comme si l'issue était déjà écrite, comme si la maison, le compte en banque, tout allait lui tomber dans les bras simplement parce qu'elle était arrivée la première au tribunal. Mais je n'ai pas bronché. Mon avocat non plus, Glenn Rogers, 60 ans, au regard perçant et d'un calme imperturbable. Il s'est levé,
a boutonné son blazer et s'est dirigé vers le juge avec un épais dossier à la main. Sauf votre respect, votre honneur, commença-t-il. Nous ne sommes pas ici pour débattre de sentiments. Nous sommes ici pour établir la vérité. Et la vérité est la suivante. Monsieur Wells a été l'unique soutien financier du foyer pendant 10 ans. Il a payé l'hypothèque, couvert les prêts étudiants de Sophie, remboursé les 2 voitures. Il a préparé les repas, géré les finances et est resté engagé pendant ces 2 années de chômage. Il a ouvert le dossier, étalant les documents comme un joueur de poker abattant une quinte flush royale. Voici les reçus, les factures de services publics, les relevés de cartes de crédit, les déclarations de revenus, chacun à son nom, chacun payé à temps. Et là, il a tourné la page pour montrer une note manuscrite plastifiée, une lettre de la propre mère de Sophie témoignant que Daniel avait pris soin de sa fille pendant une crise de santé mentale sans plainte ni ressentiment. Sophie s'est agitée sur sa chaise. De plus, a poursuivi Glenn, nous avons des SMS de Sophie se plaignant à ses amis que Daniel était trop stable, qu'il n'était pas assez excitant, que le frisson de l'incertitude lui manquait. La salle d'audience était silencieuse. Glenn s'est retourné vers le juge. Votre honneur, nous ne contestons pas que Sophie veuille divorcer. C'est son droit. Mais nous soutenons que M. Wells n'a rien fait pour perdre le droit à la maison qu'il a construite, entretenue et protégée, et que le tribunal ne devrait pas récompenser un abandon déguisé en émancipation. L'avocat de Sophie s'est levé pour protester, mais la juge a levé la main. J'en ai assez entendu. La salle est restée silencieuse tandis que la juge Anders se penchait en avant, scrutant les 2 tables avec une expression froide et indéchiffrable. En matière de partage des biens, dit-elle lentement, nous pesons l'historique, la conduite et la contribution. Monsieur Wells, bien que qualifié de prévisible, a fait preuve d'une constance, d'une responsabilité et d'une intégrité émotionnelle accablante. Elle s'est tournée vers Sophie. Madame Wells, votre décision de mettre fin au mariage n'est pas jugée, mais votre attente de partir avec à la fois votre indépendance et la stabilité de votre mari, l'est. Sophie a cligné des yeux. J'accorde à Monsieur Wells la pleine propriété du domicile conjugal avec effet immédiat. Vous devrez quitter les lieux dans les 14 jours. Ce sourire narquois a disparu, remplacé par quelque chose de bien plus fragile. L'incrédulité. J'ai senti ma poitrine se desserrer pour la première fois depuis des mois, comme si quelqu'un avait dénoué un nœud que je ne savais même pas s'être formé derrière mes côtes. Sophie s'est penchée vers son avocat, chuchotant furieusement. Mais la juge était déjà passée à autre chose. Le marteau a frappé le bois avec une finalité nette. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai fait un signe de tête respectueux au juge avant de sortir. Chaque pas plus léger que le précédent. En passant devant Sophie, elle a attrapé mon bras. Daniel, ce n'est pas juste, siffla-t-elle. J'ai fait une pause, j'ai croisé son regard. Non, c'est la justice, ai-je dit doucement. Et tu n'ajustes pas l'habitude de la voir penchée en faveur de quelqu'un d'autre. Puis j'ai continué à marcher, hors de cette salle d'audience, hors de son ombre, et pour la première fois depuis longtemps, vers quelque chose qui ressemblait à la paix. C'était un mardi, sans histoire, lent, exactement comme je les aimais. Le soleil avait plongé derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le porche alors que je finissais d'arroser les fleurs que Léna avait plantées au printemps dernier. Je pouvais entendre le doux cliquetis des assiettes qu'on mettait à l'intérieur et le léger fredonnement de jazz flottant depuis la fenêtre de la cuisine. Puis la sonnette a retenti. Un coup, puis 2. Rapide, hésitant. Je me suis essuyé les mains sur une serviette et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. À travers la vitre, je l'ai vue. Sophie, les cheveux attachés, le visage nu, sans maquillage de guerre, juste Sophie, mais usée. Ses yeux portaient ce poids que j'essayais autrefois si fort de soulever. Sauf que cette fois, je ne m'en sentais pas responsable. J'ai ouvert la porte à moitié, gardant fermement la main sur la poignée. Elle a souri, un petit sourire penaud. Salut, Daniel. Je n'ai pas souri en retour. Ça fait un moment. 2 ans, dit-elle doucement, s'avançant comme si elle s'attendait à ce que je m'écarte. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est arrêtée juste avant le seuil. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Ses yeux ont balayé au-delà de moi, vers le couloir derrière moi, vers la vie à laquelle elle n'avait plus accès. J'ai juste réfléchi à des choses, dit-elle. Beaucoup, en fait. J'ai attendu.
Je sais que j'ai été dur et égoïste, a-t-elle poursuivi. Mais ces 2 dernières années, j'ai eu le temps de voir les choses clairement. Je n'ai réussi à me connecter avec personne. Pas comme avec toi, Sophie. Je sais. Je sais, a-t-elle coupé rapidement. Tu as tourné la page. Tu l'as mérité. Mais Daniel, sa voix a vacillé juste assez pour toucher quelque chose de vieux dans ma poitrine. Je n'ai jamais aimé personne d'autre pendant tout ce temps, et je ne pense pas que ça arrivera un jour. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. Tu aimais être adoré, ai-je dit doucement. Tu aimais l'attention, le sentiment d'être choisi. Mais l'amour, c'est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose que l'on échange quand on s'ennuie. Ses yeux ont brillé, et pendant un instant, la Sophie que je connaissais était là. Vulnérable, essayant d'attraper quelque chose qu'elle avait déjà laissé tomber trop de fois. Je pensais qu'on pourrait juste parler, dit-elle. Peut-être dîner un de ces jours. Pas comme quoi que ce soit, juste 2 personnes qui ont autrefois compté l'une pour l'autre. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardée pleinement, non pas avec colère, mais avec la clarté que le temps vous apporte. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne te dois pas une conversation simplement parce que tu te sens seul. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Tu es sérieux? Je le suis, ai-je répondu. Je ne te veux aucun mal, mais je ne t'accueille pas à nouveau. Son visage s'est tordu, la douleur se transformant rapidement en frustration. Tu le regretteras, Daniel. Tu le regretteras vraiment. J'ai fait un petit signe de tête, fermant lentement la porte. Peut-être, mais pas ce soir. Le loquet s'est enclenché doucement. Et juste comme ça, le silence est revenu, mais il n'était pas vide. Il était paisible, plein. La maison semblait expirer après avoir retenu son souffle. Je me suis retourné vers la cuisine où des rires doux et l'odeur de l'ail m'attendaient. Elle était partie, et j'étais enfin chez moi. Le lendemain matin, j'étais de retour à mon bureau à 8 heures, comme toujours. Le bureau était calme à cette heure-là. Juste le cliquetis des claviers, le bourdonnement de la machine à café et le léger grattement des stylos sur les bloc-notes. C'était mon sanctuaire. J'avais construit cet espace à partir de 0 après le divorce. Nouveau client, nouvelle équipe, nouvelle ville même. Tout ici avait une fraîcheur, un élan vers l'avant. Sophie n'avait pas sa place dans ce monde. Mais vers 9h30, j'ai entendu le claquement rapide de talons sur le carrelage. Le bruit ne m'était pas familier, trop sec, trop impatient. J'ai levé les yeux et elle était là, Sophie. Les cheveux bouclés cette fois, du gloss sur les lèvres, une veste qu'elle portait quand elle voulait faire bonne impression. Mais ses yeux, ils étaient les mêmes que la veille. Fatigués, nerveux et scrutateurs. Au moment où elle est entrée dans mon bureau, mon assistante s'est levée de son bureau juste à l'extérieur et s'est figée au milieu d'une phrase. « Je suis désolé, monsieur. » Elle est juste entrée. « C'est bon, Mel, » ai-je dit doucement, en me levant lentement. « Vous pouvez nous laisser un moment. » Mel a regardé de l'un à l'autre, clairement incertaine. Je lui ai fait un signe de tête subtil. Une fois qu'elle a disparu au coin du couloir, j'ai croisé les bras et j'ai rencontré le regard de Sophie. « Tu ne devrais pas être ici. » Sa voix est tombée à un murmure. « J'avais besoin de te voir. »« Tu l'as fait hier soir, » ai-je répondu. Elle s'est approchée, baissant la voix, les yeux balayant les murs de verre. « Ce n'est pas à propos d'hier soir. » Je n'ai pas tout dit. « Non, » ai-je dit. « Tu en as trop dit. » Sophie s'est placée à côté de mon bureau, une main effleurant un cadre photo. Léna et moi, riant dans un vignoble. Elle a cligné des yeux, puis lui a tourné le dos. « Je sais que j'ai tout gâché, » dit-elle, son ton changeant, plus doux maintenant, tremblant. « Mais Daniel, je ne suis pas là pour causer des problèmes. C'est juste que je n'ai pas été bien. J'ai été vraiment seul. » J'ai expiré lentement, regardant vers le couloir. Quelques collègues s'étaient arrêtés, sentant la tension à travers la vitre. Leur regard allait et venait, puis revenait rapidement à leurs écrans. « Tu n'as pas le droit de venir ici, » ai-je dit, la voix basse mais sèche. « Pas dans cet endroit. Pas dans cette version de ma vie. » Elle a semblé sincèrement confuse. « Je n'essaie pas de. » « C'est de la pitié, » ai-je coupé,
enveloppé de parfums et de vieux souvenirs, et ça ne marche pas ici. La chaleur m'est montée au cou. Je détestais comment sa présence remuait encore quelque chose. Pas du désir, même pas du ressentiment, mais la douleur résiduelle de quelqu'un qui avait autrefois tout signifié. Daniel, je ne joue pas avec toi. J'ai haussé un sourcil. Ah non? Tu dis que tu es seul, mais ce que tu veux, ce n'est pas moi. Tu veux le confort que je t'offrais, la sécurité. Tu veux être vu à nouveau après t'être effacé de ton propre reflet. Elle est restée silencieuse. Léna n'est pas ta rivale, ai-je ajouté, plus calme maintenant. Elle est simplement la femme qui m'a montré ce qu'est l'amour quand ce n'est pas une compétition. Le visage de Sophie s'est crispé. Une seconde a passé, puis une autre, et puis elle a craqué. Sa voix basse mais amère. Tu penses vraiment que c'est pour toujours? Qu'elle ne se lassera pas de ta routine, elle aussi? Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas besoin de l'éternité, ai-je dit. Juste de quelqu'un qui me choisit sans condition. Le couloir était devenu plus silencieux. Mes collègues faisaient semblant de ne pas écouter, mais l'air avait changé. Tout le monde pouvait sentir la tension. Sophie a redressé les épaules, époussetant une poussière invisible de sa manche. Tu te souviendras de ce moment, dit-elle. Quand elle partira, quand tout s'effondrera, tu te souviendras que j'ai essayé. Et sur ce, elle a tourné les talons et est sortie, ses talons résonnant sur le sol, plus fort qu'avant. Mel a jeté un coup d'œil une minute plus tard, les sourcils haussés. Tout va bien? J'ai hoché la tête une fois. Elle ne reviendra pas. Et juste comme ça, la pièce a expiré. Je me suis rassis à mon bureau, je me suis tourné vers mon écran et j'ai repris là où je m'étais arrêté. Sa tempête était passée, et pas un seul papier n'avait bougé. Cette nuit-là, le silence dans la maison n'était pas paisible. Il était étrange. Je faisais les 100 pas, sans réfléchir, juste marcher. Le genre de marche où vos pieds bougent plus vite que vos pensées, comme s'ils essayaient d'échapper à quelque chose que l'on ne peut pas vraiment nommer. La rencontre au bureau tournait en boucle dans mon esprit comme une scène bloquée en répétition. Son apparition soudaine, ce qu'elle avait dit, la façon dont elle savait où me trouver. Je n'avais jamais dit à Sophie où je travaillais. Ce détail m'a frappé comme une gifle glaciale. Elle n'aurait pas dû savoir. Pas à moins qu'elle l'ait cherché. Pas à moins qu'elle m'ait suivi. Je me suis frotté les paumes, essayant de chasser le malaise de ma peau. La lumière dans le couloir a clignoté une fois, un défaut que j'avais l'intention de réparer, mais que je n'avais pas encore fait. Les petites choses semblaient soudain importantes, comme si une maison avait besoin d'une armure. Mon téléphone a vibré sur la table. Léna. Et, mon amour. Je suis en retard, je sors du yoga. Tu veux que je prenne à dîner en chemin? J'ai fixé le message une seconde de trop. Ma poitrine s'est serrée. Léna. Elle ne savait rien de ce qui s'était passé aujourd'hui. Elle n'était pas à la maison quand je suis rentré. Et je ne lui avais pas encore dit. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, mais je ne voulais pas lui mettre ce poids sur les épaules. Pas avant de l'avoir compris moi-même. Mais maintenant je me demandais si attendre avait été une erreur. J'ai tapé une réponse. Pas de souci. Ne t'arrête nulle part. Rentre directement à la maison. 3 petits points ont clignoté, puis se sont arrêtés. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, les mains jointes sous mon menton. Je n'étais pas inquiet pour moi. J'avais affronté Sophie de front, et je n'avais pas scié. Cette partie était terminée. Mais Léna, elle était gentille, ouverte. Le genre de personne qui fait la bise aux voisins et se souvient du nom de leur chien. Elle ne construisait pas de murs, elle ouvrait des portes. Et Sophie, elle savait comment se glisser par les portes ouvertes comme une brise qui se transforme en courant d'air. Mon estomac s'est noué à l'idée que les deux puissent se croiser sans avertissement. Et si Sophie se présentait au studio de yoga de Léna? Et si elle la suivait? Et si cela ne me concernait plus seulement moi? Je me suis relevé et j'ai commencé à parcourir la maison, vérifiant des choses que je n'avais pas vérifiées depuis des mois. Les serrures des portes, les piles des caméras. Je suis même sorti sur le porche et je suis resté là quelques secondes de plus que nécessaire, scrutant la rue comme si elle pouvait avouer quelque chose. Rien.
Juste le vent dans les arbres et les lumières des Porsche qui s'allumaient de l'autre côté de la rue. Mais ce frisson dans ma colonne vertébrale, il est resté. Le genre que l'on ressent quand on sait que quelque chose n'est pas terminé. C'est juste différent. J'ai attrapé ma veste et j'ai pris la couverture de Léna sur le dossier du canapé. Elle sentait encore sa lavande et quelque chose de doux que je ne pouvais nommer. Je l'ai pliée lentement et je l'ai mise soigneusement de côté, soudainement protecteur même des plus petites choses liées à elle. Je n'avais pas peur, mais j'étais sur mes gardes parce que Sophie n'a pas frappé à la porte de mon bureau aujourd'hui par nostalgie. Elle cherchait des failles. Et si elle pensait que Léna en était une, alors je devais m'assurer qu'il n'y en avait aucune. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai attendu, écoutant le bruit de sa voiture, le crissement du gravier, la clé dans la serrure. Je me fichais de la solitude de Sophie, mais je me souciais profondément de la paix de Léna. Et je me battrais pour la préserver. Le matin a commencé comme n'importe quel autre. Le café qui infuse, le soleil qui s'infiltre à travers les stores de la cuisine, l'odeur du shampoing de Léna qui flotte encore dans le couloir. Mais la paix n'annonce pas toujours son départ. Je parcourais mon téléphone, à moitié réveillé, sirotant dans une tasse en céramique ébréchée que Léna avait insisté pour garder, même après que l'anse se soit cassée. C'est là que je l'ai vu. Le premier post, il n'était pas tagué, pas directement, mais c'était elle. La photo était une que j'avais prise lors d'un voyage à Asheville. Léna debout près d'une fresque murale, riant, le vent balayant ses cheveux sur son visage. En dessous, la légende disait, difficile de prêcher l'amour de soi quand on a l'habitude de voler les maris des autres. Demandez-lui combien de vies elle a ruinées. Pas de nom, juste du venin. Et puis les commentaires sont arrivés. Elle a fait la même chose au fiancé de mon ami. La vibe classique de la manipulatrice de studio de yoga. L'énergie d'une briseuse de ménage. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Quelques balayages ont révélé un autre post. Même photo, montage différent. Cette fois, le nom de son studio était tagué en arrière-plan. Assez flou pour nier l'intention, mais assez évident pour planter l'idée. Les hashtags m'ont rendu malade. Pas ce qu'elle paraît. Fausse émancipation fait mais faites attention. Je me suis figé une seconde. Je suis juste resté assis. Puis la rage est venue. Aiguë, blanche, brûlante. Sans hésitation. J'ai claqué la tasse sur le comptoir. Du café a éclaboussé le carrelage. Je n'ai même pas tressailli. C'était elle, Sophie. Ce n'était pas une ex-jalouse au hasard ou un troll anonyme. C'était chirurgical, stratégique, personnel, et pire. C'était public. J'ai arpenté la cuisine, le sol froid sous mes pieds nus. Mon téléphone a de nouveau vibré. Des SMS maintenant. Un d'un ami à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Hey mec, c'est à propos de ta copine? Un autre de l'assistante du studio de Léna. Je voulais juste te dire qu'il y a des trucs bizarres qui circulent. Je retire les tags pour l'instant. Léna ne l'avait pas encore vue. Elle était encore sous la douche à l'étage, fredonnant probablement l'une de ces douces chansons acoustiques qu'elle aimait. Je voulais la prévenir, mais je ne savais pas comment. Je ne voulais pas souiller sa matinée avec ses ordures, mais je savais aussi que je ne pouvais pas la protéger de ça éternellement. Sophie n'était pas venue à la porte pour chercher une conclusion. Elle était venue pour voir à quel point nous étions proches, pour mesurer les murs, pour chercher les faiblesses, et maintenant elle en avait trouvé une qu'elle pensait pouvoir exploiter. Pas en m'attaquant moi, mais en traînant Léna dans la boue publiquement, cruellement, avec juste assez d'anonymat pour rendre les choses glissantes. Ce n'était pas seulement de la diffamation, c'était de la stratégie. Elle voulait que Léna se sente observée, malvenue, en insécurité. Elle voulait que je remette en question ce que j'avais construit. J'ai marché jusqu'au salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Tout, chaque commentaire, chaque post. Je me fichais de l'anonymat des noms d'utilisateurs. Je reconnaissais le style de Sophie comme des empreintes digitales sur du verre. La cruauté polie, la suffisance déguisée en avertissement, le langage calculé destiné à blesser sans jamais nommer de nom. Et le pire de tout, ça marchait. Le post avait déjà des dizaines de likes, de partages, des chuchotements silencieux formant leur propre tempête. Ma mâchoire s'est crispée en regardant le visage souriant de Léna,
maintenant utilisée comme une cible de fléchette pour la jalousie de quelqu'un d'autre. Cette femme qui n'a jamais pris plus qu'elle n'a donné, qui illuminait chaque pièce où elle entrait, était maintenant qualifiée de voleuse. Parce que Sophie ne supportait pas que quelqu'un ait ramassé les morceaux qu'elle avait jetés, et en ait fait quelque chose de mieux. Derrière moi, j'ai entendu la douche s'arrêter, le grincement de la porte de la salle de bain, des pas légers dans les escaliers. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable. Ce n'était pas le moment de paniquer. C'était le moment de protéger. Mais à l'intérieur, mes mains étaient déjà des poings parce que Sophie avait franchi une ligne, et je n'allais pas la laisser salir la seule personne qui me rappelait ce à quoi ressemblait le véritable amour. Pas maintenant. Jamais. À midi, nous étions assis l'un en face de l'autre dans un café tranquille près du parc. Le genre d'endroit que Léna aimait. Petite table, éclairage doux, mur en briques bordés de livres d'occasion. Mais aujourd'hui, elle ne regardait pas les livres. Elle ne me regardait pas non plus. Elle fixait le thé intact devant elle, les mains étroitement jointes sur ses genoux, les jointures blêmes. Je l'ai vue, dit-elle doucement. J'avais à peine eu le temps de m'asseoir qu'elle a brisé le silence. Je me suis penché en avant. Léna. Elle a secoué la tête. Ne me dis pas de ne pas m'inquiéter. S'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. Sa voix s'est brisée, et juste comme ça, la force qu'elle portait toujours avec tant de grâce a commencé à trembler. Je ne sais même pas qui sont certaines de ces personnes, a-t-elle murmuré. Mais elle le partage. Ma photo. Cette stupide photo de la fresque murale. Ils font croire que Je sais. Elle a finalement levé les yeux, vitreux, bordés de rouge. Tu sais, a-t-elle demandé. Parce que je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'être assise au milieu d'un incendie numérique pendant que tu le regardes calmement brûler. Je me suis légèrement reculé, respirant pour réprimer l'envie de discuter. J'ai tout documenté, ai-je dit. Capture d'écran, traçage d'adresse IP. C'est elle, Léna. Je ne fais pas que deviner. Bien sûr que c'est elle, lança-t-elle. Qui d'autre serait aussi amère et aussi précise? Mais ça ne change rien au fait que c'est là, dehors. Les gens y croient. J'ai tendu la main vers la sienne. Elle l'a retirée. Elle est venue à mon studio, Daniel. J'ai cligné des yeux. Quoi? Hier, après que je suis parti travailler, Stacy l'a vue à travers la vitre. Elle a dit qu'elle est restée dehors quelques minutes, n'est pas entrée, a juste regardé et est partie. Ma mâchoire s'est crispée. Je pouvais sentir ce feu protecteur monter à nouveau dans ma poitrine. Elle essaie de t'atteindre à travers moi, a poursuivi Léna, la voix plus calme maintenant, plus fatiguée. Ce n'est plus une question de passé. C'est une question de pouvoir. J'ai hoché la tête lentement. Elle veut te faire peur. Et ça marche, a-t-elle admis, se mordant la lèvre inférieure pour l'empêcher de trembler. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui mente comme ça sur moi publiquement avec une telle assurance. Et le pire, c'est que tu savais qu'elle était comme ça. Ça m'a touché durement. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin, ai-je dit, la voix basse. Mais tu as raison. J'aurais dû te prévenir. Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu as encore des sentiments pour elle? Non. La réponse est sortie vite. Trop vite. Léna a tressailli comme si elle n'y croyait pas. Ou peut-être qu'elle ne faisait simplement pas confiance à la facilité avec laquelle je l'avais dit. Je me suis penché en avant, baissant la voix. Léna, écoute-moi. Je ne l'aime pas. Elle ne me manque pas. Je ne veux rien d'elle, mais je regrette de ne pas t'avoir protégé plus tôt. Elle a expiré, chassant les larmes de ses yeux. Alors fais-le maintenant, dit-elle. Ne joue pas la sécurité. Ne la laisse pas garder le contrôle en prétendant que ça va passer, parce que ça ne passera pas, j'ai hoché la tête. Ça ne passera pas, elle a finalement tendu la main sur la table, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Lentement mais sûrement. Nous ne la laisserons pas gagner, ai-je dit fermement. Elle m'a regardé, pleine d'espoir mais fragile. Promis? J'ai serré sa main. Nous ne la laisserons pas gagner. Le cliquetis des tasses, le bourdonnement des conversations, l'odeur de cannelle et d'espresso. Tout cela nous enveloppait comme un bruit de fond pour une trêve fragile. Le mal avait été fait, mais nous étions toujours assis l'un en face de l'autre,
choisissant toujours de ne pas partir. Et à ce moment-là, c'était suffisant. Si vous appréciez l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Il était presque midi, mais le ciel était lourd, gris, le genre de temps couvert qui rendait tout plus lent, plus froid. J'étais garé à 2 rues du café où Léna rencontrait Sophie. Léna avait insisté pour le faire seule. Il faut que ce soit juste moi, avait-elle dit ce matin-là. Elle ne se vantera pas à moins de penser que je suis acculé. Je détestais ça. Je détestais savoir qu'elle entrait dans cette pièce en faisant semblant d'être brisée, en faisant semblant d'abandonner, en faisant semblant de me quitter. Mais je comprenais. Sophie ne m'avouerait rien. Pas si je la traînais au tribunal, pas si je me tenais sur son porche avec un mégaphone. Mais Léna, blessée, vulnérable, vaincue. Ça, c'était un appât. Sophie ne résisterait pas. Pourtant, ma prise sur le volant ne s'était pas relâchée depuis que je m'étais garé. Je continuais de surveiller la porte. Les gens entraient et sortaient. Aucun signe de l'une ou de l'autre. Mon téléphone restait silencieux. J'imaginais 1000 scénarios, et aucun ne faisait battre mon cœur plus lentement. Et si Sophie voyait clair dans son jeu? Et si elle s'emportait? Et si Léna était blessée? Pas physiquement, mais émotionnellement. Sophie savait comment tourner le couteau dans la plaie. Elle ne criait pas. Elle souriait en coupant profondément. J'ai regardé l'heure. Elles étaient là depuis presque 40 minutes. Le pire, c'est que je devais faire confiance à la capacité de la femme que j'aimais de mentir. Juste assez bien pour démasquer celle qui vivait dans le mensonge. Les minutes s'éternisaient. 1 heure passa. Puis finalement, la cloche au-dessus de la porte du café a tinté. Léna est sortie seule. Elle marchait calmement, la tête haute, sans se presser, mais il y avait quelque chose dans son allure. De la détermination. J'ai sauté de la voiture avant même qu'elle n'atteigne le coin de la rue. Son regard a croisé le mien. Elle a fait un seul signe de tête, les lèvres pincées comme si elle ne voulait rien laisser paraître ici, en public. Nous avons attendu d'être de retour dans la voiture. Porte fermée. Pas un mot. Elle a laissé échapper un long soupir. Elle a tout avoué, a dit Léna. J'ai cligné des yeux. Quoi? Léna s'est tournée vers moi et maintenant le sourire est venu. Fatiguée mais fière. Elle a dit qu'elle avait créé les postes. Elle a dit qu'elle avait besoin de me faire lâcher prise. Elle m'a qualifié de complication temporaire. J'ai juste continué à jouer le rôle, j'ai gardé la voix basse, je lui ai dit que j'étais fatigué. Elle s'est penchée comme si nous partagions des secrets et a dit, il n'a rien à faire avec toi. Il est meilleur quand il répare des choses cassées. Et c'est moi qui l'ai cassé en premier. Ma mâchoire s'est crispée. Elle a vraiment dit ça? Elle a dit qu'elle t'avait suivi pendant des semaines. A attendu devant mon studio, a pisté mes réseaux sociaux. Elle a dit que tu reviendrais vers elle une fois que j'aurais craqué. La voix de Léna a baissé. Elle y croyait vraiment. Je regardais par le pare-brise, la rage montant le long de ma nuque comme une flamme que je ne pouvais éteindre. Elle ne va pas bien, ai-je dit doucement. Elle est désespérée, a répondu Léna. Et elle a finalement cru qu'elle avait gagné. Tu l'as enregistré, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, a sorti son téléphone de sa poche et a tapé sur l'écran. Tout. Audio clair. On entend sa voix, ses mots. Je ne pouvais pas parler. Je la regardais simplement. Cette femme qui était entrée dans le feu, non pas pour se sauver, mais pour nous protéger. Elle a souri faiblement. Ça va? J'ai tendu la main, lui ai caressé doucement la joue et j'ai dit ce que je n'avais pas dit depuis le début de cette folie. J'ai de la chance de t'avoir. Ses yeux ont brillé. Non, a-t-elle murmuré. Nous avons de la chance de ne pas l'avoir laissé nous transformer en quelque chose que nous ne sommes pas. Je l'ai embrassée sur le front. Nous ne sommes pas brisés. Elle n'a jamais eu la moindre chance. Dehors, la ville continuait de bouger. Taxi pressé, enfants qui rient, vie qui se vive. À l'intérieur de la voiture, 2 personnes étaient assises, immobiles, reprenant enfin ce que quelqu'un d'autre avait tant essayé de détruire. Il était un peu plus de 21h quand la sonnette a retenti. Nous étions sur le canapé, Léna blottie contre moi. Les lumières tamisées,
Un film à moitié oublié sur l'écran. On a frappé une fois, puis une autre, plus sèche. Léna m'a regardé. Nous n'avons pas parlé. Nous savions déjà. Elle s'est levée lentement, a passé une mèche de cheveux derrière son oreille, calme comme toujours. Puis elle a ouvert la porte et là se tenait Sophie, habillée comme la caricature d'une personne de la moitié de son âge. Jupe en cuir, trop de parfum, lèvres brillantes de gloss. Le désespoir n'était pas dans sa tenue, il était dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse parler, Léna a souri. Doucement, sèchement. Chérie, a-t-elle appelé par-dessus son épaule. Ton ex est là. On dirait qu'elle te supplie de la reprendre. Je me suis levé, j'ai pris mon temps pour aller vers la porte. Les yeux de Sophie passaient de l'un à l'autre, les lèvres entr'ouvertes. Daniel, on peut parler seul? Je n'ai pas répondu, j'ai juste mis la main dans ma poche, sorti mon téléphone et appuyé sur lecture. Sa voix a rempli l'embrasure de la porte, claire comme du cristal. Il est meilleur quand il répare des choses cassées. Et c'est moi qui l'ai cassé en premier. Tu n'as rien à faire avec lui. Il reviendra vers moi une fois que tu auras craqué. Sophie s'est figée. Ses joues ont rougi, puis ont pâli. Vous m'avez enregistré? Pas moi, ai-je dit, me tenant à côté de Léna. Elle, oui. Tu cherchais des failles, Sophie. Mais tu t'es piégée toute seule. Elle a essayé de rire. C'est illégal. Non, c'est recevable, ai-je coupé, surtout quand c'est utilisé dans une affaire de harcèlement ou pour une ordonnance restrictive. Son visage s'est crispé. Tu ne ferais pas ça. Aussi, je le ferai, ai-je dit. Et le tribunal? Le tribunal va adorer ça. Elle a serré la mâchoire. Tu fais une erreur. Elle n'est pas celle que tu crois. Je sais exactement qui elle est, ai-je répondu. C'est la femme qui m'a défendu quand tu as essayé de me détruire. Sophie m'a regardé, puis Léna. Sa voix s'est brisée. Je t'aime encore. Je l'ai regardé, impassible. Pas moi. Et j'ai fermé la porte. Plus de jeux. Plus de fantômes. Juste le bruit du loquet qui se ferme et la chaleur de la main de Léna dans la mienne. La salle d'audience était silencieuse lorsque la juge a rendu sa décision. Sophie n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé la table, les lèvres pincées en une ligne fine, les épaules rentrées comme si le poids de ses choix s'était enfin abattu sur elle. L'ordonnance restrictive a été accordée. Les dommages et intérêts pour diffamation approuvés. Les enregistrements soumis, vérifiés et notés dans le dossier officiel. Elle a essayé de retirer les posts, de supprimer les comptes, de revenir sur son histoire, mais c'était trop tard. Le tribunal ne se souciait pas des remords, seulement des preuves, et nous les avions. Elle a quitté la ville peu de temps après. Pas d'adieu, pas d'avertissement, juste parti. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste libéré. Et la paix. Elle est venue tranquillement. Pas d'un coup. Mais dans le son du rire de Léna venant de la cuisine, dans la façon dont nous cuisinions ensemble sans beaucoup parler, juste en bougeant en rythme, dans l'espace entre nous qui ne contenait plus de tension, seulement du calme. Les mois ont passé. Puis est venue cette soirée, une colline juste à l'extérieur de la ville, l'herbe dorée ondulant dans la brise, le soleil plongeant bas, peignant le ciel d'ambre et de rose. Léna se tenait pieds nus sur une couverture de pique-nique, ses boucles dansant dans le vent, son sourire facile et sans défense. J'ai fait un pas en avant, puis je me suis agenouillé. Elle s'est figée. Je n'ai pas dit grand-chose, juste les mots qui étaient dans ma poitrine depuis le jour où elle a regardé Sophie dans les yeux et a refusé de broncher. Pas parce que nous sommes parfaits, ai-je dit, mais parce que nous nous sommes battus pour la paix et que nous l'avons trouvée ensemble. Ses yeux se sont remplis de larmes, ses lèvres s'entr'ouvrant alors que je lui tendais la bague. Elle a hoché la tête avant même de parler. Et quand elle a murmuré oui, je l'ai glissé à son doigt et nous avons ri tous les deux. Fort, léger, libre. Sans ombre, sans poids, juste le vent, le ciel, et l'avenir que nous avions gagné ensemble. Et c'était la fin de l'histoire. Quand Sophie s'est présentée à mon bureau sans y être invitée, racontant une histoire de solitude, elle a franchi une ligne. Mais essayait-elle vraiment de revenir ou simplement de ne pas être oubliée? Si vous avez déjà vu quelqu'un faire ce qu'elle a fait, se présenter là où il n'est plus le bienvenu, l'a-t-il fait par amour ou par contrôle?
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. D'autres suivront.